Alors, c'est toujours un plaisir lors de cette pour la cinquième année en fait, le travail qu'on fait avec eux, vous pourrez en discuter. N'hésitez pas d'en discuter avec eux, entre un étudiant de deuxième année qui a fait son projet de veille scientifique et un étudiant de cinquième année qui est maintenant capable de monter une conférence. C'est un gap. C'est pour ça aussi que je demande aux deuxième année de venir. Et puis, c'est de voir aussi voilà, le plaisir de discuter, d'être pas dans l'évaluation des connaissances, mais dans la discussion des connaissances. Et de débattre autour de ça. Alors bien sûr, le jeu, c'est que j'en fasse une chaque année. Et ça fait maintenant la troisième année que je m'intéresse aux intelligences artificielles, de par et la santé, de par finalement mon profil, de par mon côté geek, et qui trouve ça fascinant, et qui trouve ça que ça va peut-être trop vite. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que finalement, les technologies sont peut-être là avant qu'on y réfléchisse. Alors, la première que j'avais fait, c'était sur le diagnostic. J'avais montré que les médecins, finalement, les IA allaient peut-être remplacer les médecins. Sur l'année dernière, j'avais fait sur les téléphones portables et comment les téléphones vous mesurent pour vous dire si vous êtes en bonne santé ou pas et peut-être vous guérir. Là, je vais essayer de vous expliquer quels vont être les acteurs et comment les IA, en fait, et c'est un peu provocateur exprès de ma place d'avoir barré remplacé, Marine Bonduel peut en témoigner, que finalement, est-ce qu'encore une fois, les IA vont être... On est dans la notion de collaboration ou de concurrence. Alors, pour essayer d'illustrer ça, je vais commencer avec une histoire que tout le monde connaît, qui est la guerre contre les antibiotiques. Vous savez, les antibiotiques, c'est pas automatique, blabli, blablabla. C'est un vrai enjeu aujourd'hui de santé. Les grandes organisations, les derniers rapports disent qu'à peu près sur 2050, si on n'a pas trouvé de nouvelles solutions avec les antibiotiques, on serait à 10 millions de morts par an. C'est pas mal. Il faut savoir que le Covid, c'est 6 millions de morts sur 2 ans. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les recherches patinent et qu'il y a de plus en plus de résistance et qu'il faut absolument trouver des solutions. C'est dans 30 ans. Et paru en 2017, dans mes souvenirs, 2020, pardon. Non, celui-là, c'est 2020. 2020, est sorti un article dans Cell. Alors Cell, c'est une revue de biologie. Cell, ça veut dire cellule, bien sûr, en anglais, pour ceux qui ne savaient pas. C'est une revue, ça fait partie du top 3, top 4 des revues en termes de sciences. Quand vous publiez là-dedans, vous êtes reviewé par plusieurs scientifiques de renom. Et je peux vous dire que quand vous publiez là-dedans, ça marche bien. C'est jamais Raoult a publié là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, le criblage de molécules, pour trouver des molécules, que ce soit un médicament ou un antibiotique plus particulièrement, ça passe par des tests chimiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend plein de molécules et on fait ça en laboratoire, ce qu'on appelle le in vitro. Le in vitro, c'est quoi ? On balance pas des molécules au hasard chez les gens, bien sûr. On les teste avant dans des modèles en laboratoire et on teste ça sur des bactéries, puis on voit si les bactéries meurent. Après, si ça marche, on teste chez les souris. D'ailleurs, on regarde d'abord si les souris ne meurent pas. Et puis après, on regarde si ça tue les méchantes bactéries, puis après, on passe aux phases cliniques 1, 2, 3 chez l'homme, etc. Alors, la course contre les antibiotiques, le problème, c'est qu'on ne va pas assez vite. Les antibiotiques deviennent résistants plus rapidement que nous trouvons des antibiotiques. Et donc, à partir de là, il fallait trouver une technique qui, vous doutez bien, est basée sur l'intelligence artificielle. Et ce que vous a expliqué un groupe ce matin, notamment tout ce qui est la notion de deep learning et d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a fait à cette IA ? On lui a donné ce qu'on appelle une analyse in silico. In silico, la silice, c'est la matière première des composants électroniques. Et donc, on lui a donné 10 puissance 8 molécules. Enfin, on lui a appris avec plusieurs molécules, 10 puissance 4 molécules, donc à peu près 1000 molécules, de dire, une molécule, celle-là, elle a des effets contre les bactéries, tu vois, ça marche comme ça. Donc l'IA, elle a appris. Elle a fait des modèles de prédiction de validation, et à partir de là, ils sont partis sur une base de données déjà existante, c'est-à-dire que c'était des recherches déjà existantes qui étaient dans les plusieurs recherches. Ça veut dire qu'elle a fait une bibliographie en quelques secondes de ce qui aurait fallu plusieurs milliers d'années pour plusieurs chercheurs.
Et à partir de là, eh bien, elle a identifié à partir vraiment de 10 puissance 8, donc on est dans le 100 millions de molécules, 107 millions dans mes souvenirs, exactement. Et à partir de là, eh bien, on est parti dans l'identification d'une molécule, tout de suite, très rapidement. Et ils ont comparé ça, alors je ne vais pas expliquer tout ça, hein, mais ils ont comparé avec des techniques, donc ils ont mis des bactéries, puis ils ont mis après des antibiotiques, et ils voient qu'avec l'antibiotique, peut-être rappeler des mauvais souvenirs de travaux pratiques de certains étudiants ici, de voir par antibiogramme l'efficacité de cette molécule repositionnée, parce qu'au début, la lysine est une molécule pour le diabète. Personne n'aurait pensé qu'un jour cette molécule-là aurait pu eh bien, être servie pour être un antibiotique qui va peut-être après être dans nos pharmacies d'ici quelques années. À partir de là, eh bien, ils ont remarqué que c'était l'antibiotique le plus puissant qu'ils n'avaient jamais vu. Alors, ils ont testé ça même sur des souches venant de soldats qui étaient en Afghanistan, de soldats américains qui étaient morts d'infection en Afghanistan. Alors, ils ont... petite anecdote. Ils ont appelé cette molécule la allicine. Alors, souvent, les noms des molécules, les antibiotiques, la tradition, il y a des traditions quand même, vous voyez, des fois un peu en pharmaco, c'est de donner en gros, on prend, vous voyez, pénicillium pour la pénicilline, streptomyces, ça a donné pour la streptomycine, hein, ce sont des organismes qui fabriquaient ces antibiotiques-là. Et bien pour la allicine, je suppose que certains 5e années ont deviné. Il y en a qui ont deviné? C'est bien de Hal. Hal, alors il y en a qui ont découvert ça il n'y a pas longtemps. Hal, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle psychopathe. C'est une intelligence qui est dans un film qui s'appelle 2001 c'est de l'espace et qui a voulu détruire en gros l'humanité, hein, tout simplement. Donc c'est un film des années 60. Et alors déjà à l'époque, quand les gens travaillaient sur ces intelligences artificielles-là, ça existait, hein, c'était notamment IBM. Le jeu de mots de Stanley Kubrick, qui était le réalisateur, hein, qui est un des plus grands réalisateurs du cinéma depuis l'existence du cinéma, eh bien, il a fait un jeu de mots avec justement IBM. C'est-à-dire que si vous montez... si vous allez sur la lettre d'après, eh bien, vous avez après le H, c'est le I, après le A, c'est le B, et après le L, c'est le M. Ça, en fait, déjà à l'époque, quand les gens commençaient à voir les ordinateurs et les intelligences artificielles, déjà, ils avaient peur à l'époque. Ça allait tellement jusqu'à avoir peur que l'anecdote dans l'anecdote de l'anecdote, je suis dans l'inception de l'anecdote, eh bien, vous avez Stanley Kubrick qui a écrit une lettre à son studio, la MGM, qui est un des plus grands studios américains de production de films, disant j'espère que mon histoire avec mon ordinateur psychotique, IBM ne va pas nous faire un procès. La réponse d'IBM, elle est assez fine. La position d'IBM, c'est les années 60, hein, les années 60, et que si IBM n'est pas associée à l'avarie de l'ordinateur, elle n'a pas d'objection à ce que nous décidons de présenter les noms des sociétés consultées dans le générique du film. Ils ne s'opposeront pas à être crédités à l'écran à condition que leurs noms soient intégrés à la même liste que les autres et qu'ils ne soient pas présentés comme ayant été le consultant technique pour l'ordinateur. C'est-à-dire que déjà, les marques, il y avait à l'époque, les années 60, hein, c'est-à-dire qu'on était dans les conceptions d'IA, on n'était pas encore dans les technologies. De se dire que des ordinateurs allaient prendre en main notre vie, tout ça, était vraiment un stress qui était retranscrit dans les films, et que même les sociétés disaient oui, attendez, c'est pas notre faute, hein, si elle déconne, c'est elle toute seule. On reviendra sur ça, sur cette histoire-là, vous verrez, je ferai un rebond. Alors, à partir de là, bien sûr, il y a bien sûr des entreprises qui se sont positionnées sur ces outils-là d'intelligence artificielle qui sont en fait utilisés pour du repositionnement. C'est-à-dire, on a des molécules qui ont marché, pas marché, etc. Et puis on les repositionne, c'est-à-dire qu'on essaie de retrouver de nouvelles applications. Benevolent, c'est une start-up allemande. C'est une IA qui, à partir d'une base de données, met 90 minutes à vous dire si pour trouver une solution potentielle de molécules. Aujourd'hui, vous avez Exscientia, qui est une boîte américaine, qui a développé aussi plusieurs algorithmes et deep learning, qui ont permis donc de développer une molécule. Et ces molécules-là, notamment par Exscientia, sont en phase déjà de clinique 1, c'est-à-dire qu'elles sont testées chez l'homme, pour leur toxicité.
Phase 2, c'est l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité. Phase 3, sur un plus grand domaine. Et pour information, ces boîtes-là ont explosé avec l'histoire de la Covid-19. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était une vraie urgence, vous doutez bien, de trouver, c'était les années 20, c'était il y a 2 ans, vous voyez, c'était les années 20, c'était évident qu'il fallait très vite un vaccin, très vite une molécule pour traiter ça, pour qu'on puisse retrouver une vie normale. Et c'est-à-dire que ça a ouvert les vannes. Cette histoire de Covid-19 a ouvert les vannes et certaines personnes, ça a permis d'accélérer, notamment dans certaines politiques et économies, l'arrivée de technologies sur le marché. Le vaccin ARN est un exemple. L'ARN messager utilisé comme un vaccin, c'est une accélération due à un moment, un vrai besoin. Eh bien, les IA, c'est pareil. Les IA dans la recherche, comment elles vont bien trouver vos médicaments, ça arrive bientôt dans vos pharmacies. Alors, la question que je me suis posée. Ok, les IA, elles savent prendre des données à partir des données de recherche, de choses que nous, l'homme, pendant plus de centaines d'années de recherche, ce qu'on a réussi à trouver, ce qu'on a planté, ce qu'on s'est dit, ça a marché, eh bien, ça a ses limites. Parce que finalement, c'est ce que j'ai écrit là, si au bout que vous avez 10 millions d'IA, et ensuite, toutes ces données-là qui sont utilisées, qui sont lues et croisées des milliards de fois, au bout d'un moment, il faut de nouvelles données. Et des données qui se réalimentent. Alors, il y a les données de santé, les données de biologie, mais en fait, ce qui m'intéresse là, c'est les données moléculaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut analyser comme molécules qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de faire de la prévision de maladies, de trouver des nouveaux médicaments, etc. Alors, il y a un grand défi qui est de comprendre finalement la structure des protéines, qui sont, je vous rappelle, des éléments essentiels, bien entendu, de votre corps, de toutes les fonctions qui sont portées par votre corps, ce sont des protéines. On a plusieurs centaines de millions de protéines différentes qui couvrent beaucoup de fonctions chez nous, et bien sûr associées à des pathologies ou du bien-être. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que on doit savoir, à partir d'une séquence, vous savez que les protéines, c'est 20 acides aminés, et ce sont des mots composés de 20 acides aminés, pouvant aller de une vingtaine d'acides aminés à plus de 10 000 acides aminés. Vous avez des possibilités quasiment infinies, ce qui fait la diversité du vivant. Et donc, ces molécules-là, eh bien, elles ont une structure tridimensionnelle. Et ça, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas le prévoir à l'œil nu. On a des outils informatiques qui servaient dans les années 80, 90, etc., qui pouvaient faire de la prédiction. Mais aujourd'hui, le Graal, c'est justement à partir d'une séquence de protéines qu'on a dans les bases de données, ça on l'a, de deviner finalement la forme qu'elle va avoir, puis après commencer à construire un peu comme un Lego le corps humain et de comprendre le corps humain. Ça, c'est quelque chose qui a commencé, c'est pour ça que j'ai mis ce titre, ils sont joueurs, ces chercheurs. Ils ont commencé en 1994 avec ce qu'on appelle le CASPS, c'est-à-dire un concours entre chercheurs dans les années 90, où ils utilisaient déjà des algorithmes et des intelligences artificielles, alors des années 90, pour essayer de deviner, faire de la prédiction de la structure de ces protéines. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on comprend l'organisation d'une protéine en 3 dimensions, alors je sais que certains, pas habitués un peu à la protéine, il y en a quelques-uns dans la pièce, si on comprend un peu la structure tridimensionnelle d'une protéine, on peut comprendre son rôle dans le vivant. Si on comprend le rôle dans le vivant, eh bien on peut détecter à quelle pathologie il peut être associé. Et si on sait que cette protéine-là est associée à une pathologie, on peut l'étudier comme cible thérapeutique. Et si on peut l'étudier comme cible thérapeutique, on peut trouver des molécules qui vont venir interagir, agonistes, antagonistes, des choses comme ça, des drogues, des médicaments, qui vont venir cibler cette protéine-là pour traiter des maladies. Et ça, en fait, ça part de bases de données, de séquences, de structures 3D, etc. Et le truc encore plus dingue, c'est qu'on prend votre ADN, vous savez, beaucoup le savent ici, on prend votre ADN, on peut deviner vos séquences de protéines. Et derrière, si on peut deviner vos structures 3D, votre structure, eh bien, on peut vous mesurer de manière très précise. Et ça, c'est un défi des années 90. Les gens l'ont compris dans les années 90 que savoir analyser ça, c'est le futur.
Et donc, voilà, je vous ai dit, hein, c'est le CASP. Alors, ils estiment que si on veut avoir un bon système de prédiction, il faut qu'on ait un score de 90. Si vous êtes en dessous de 90, en gros, votre solution qui permet de dire je fais toutes les données qui permettent de structurer, de dire voilà, ma protéine est en forme de triangle, et qu'en fait, c'est un carré, bah, vous avez faux. La prédiction est mauvaise. Et donc, il y a des scores. Et ces scores-là, eh bien, on estime qu'il faut être à 90. Alors, en 94, eh bien, ils étaient là, hein, ils étaient quasiment à 10, et ça augmente très légèrement, et puis avec les outils, c'est moyen, mais l'organisateur, en fait, le coordinateur de ce groupe de chercheurs, alors ça représente à peu près 5-6 laboratoires dans le monde, qui regroupent d'autres laboratoires en Europe, aux États-Unis, en Chine, etc., disait, bon, vu comment on travaille là, peut-être qu'on y arrivera dans 2040. 2040-2050. Il dit peut-être que je serai mort. C'est ce qu'il disait en 2016. À la fin de 2016 et 2018 est arrivé un petit nouveau, AlphaFold. Il a fait quasiment grimper de 20 points le score. Il est arrivé comme ça, au fait, il fait je peux jouer? Il a fait oui, allez-y. Et en 3 mois, il est arrivé, il fait bon. Et il a détruit tout le monde. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une moyenne voilà, c'est une moyenne. Ils sont un petit peu plus hauts sur certains scores. Et ils ont utilisé une intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si certains connaissent le Go. Il y en a qui jouent au Go. Vous connaissez le Go? Ouais. Alors le Go, en fait, ils sont connus sur ça. Ils ont fait AlphaGo d'abord. Alors, pour comprendre le truc, l'engouement, c'est pire que les échecs. Il y a plus de possibilités que les échecs. C'est un jeu de stratégie où on pose des pions et on doit entourer les pions des autres. C'est des parties des fois qui durent plusieurs jours avec des professionnels. Et au Japon, il y a les joueurs de Go et les sumo. Alors les sumo, c'est plutôt dans le physique, les Go, c'est plutôt dans le cérébral. Et vous voyez que là, vous avez l'équipe, hein, l'AlphaGo Team, donc, qui était, après, ils ont changé de nom pour quand ils ont travaillé sur les protéines. Mais ils se sont entraînés, en fait, donc là, c'était en 2016, je pense, 2016-2017. Vous voyez les pubs dans la rue. C'est comme si nous, on disait, il y a un concours d'échecs champion français avec des pubs dans la rue à Paris, là, pour dire, ils avaient mis le logo, etc. Et là, c'était leur champion japonais. Alors, il y a un reportage que vous trouvez très facilement. Voilà, le Go, c'est ça. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Le match de l'intelligence artificielle de AlphaGo, futur AlphaFold, a été retransmis en direct sur toutes les chaînes au Japon, en Russie, en streaming, sur les chaînes Twitch. Il y avait des experts qui discutaient. Alors le coup de l'IA est fabuleux. Il y a des vidéos et des reportages extraordinaires sur ça. C'est vraiment très drôle. Et vous verrez que quand on comprend un peu plus maintenant leur objectif qu'ils avaient, et surtout, c'est des mecs qui avaient 25 balais. Hein. Et là, en fait, alors je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pris cette page-là. Le gars a perdu. Le champion du monde en titre depuis 10 ans, qui est l'équivalent du Kasparov. Je ne sais pas si vous connaissez Kasparov, qui était un champion russe d'échecs, qui a d'ailleurs fait une politique anti-Poutine, puis qui maintenant c'est un peu exilé, alors un peu en Ukraine, c'est pas de bol en ce moment. Mais voilà, c'est le Kasparov japonais, pour le Go japonais, qui a été éclaté. Hein. Éclaté, quand je dis éclaté, le mec, il se disait, mais j'ai rien compris, quoi. Le truc a fait des prévisions, et même les commentateurs, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il joue ça? Puis ils disent, mais après, l'IA avait 78 coups d'avance. 78 coups d'avance. Et les mecs, là, derrière, c'était assis dans leur chaise, ils disent, ouais, on a gagné. Au bout de 3 coups. L'IA dit, c'est bon, 100% de victoire. Bon, et là, il dit, voilà, c'est pourquoi j'ai perdu ce jeu, etc. Alors, quand vous avez une intelligence artificielle montée comme ça par 4-5 génies, et versus des mecs qui travaillent depuis 20 ans dans les intelligences artificielles pour essayer de dire les protéines, on va comprendre les protéines, puis on va soigner les gens, on va soigner le monde avec, et ben ces mecs-là sont arrivés avec leur, on va pas dire leur aspect candide, parce que vous verrez que non, mais leur jeunesse, leur talent, et surtout qu'en 2020, ils ont tout pété. Ils sont arrivés à un score de 92,4 en s'intéressant à la structure 3D des protéines pendant 3 mois. Enfin, ils ne sont pas intéressés, ils ont programmé une intelligence artificielle. Ils ont fait du deep learning, voilà, comme ça c'est la patati. Voilà. Puis après, ils appuient sur un bouton. Et le 2, là,
170 000 structures qui ont été facilement recombinées et comprises. Alors, si on va plus loin par rapport à tout ça, finalement, c'est comprendre les protéines. Hein, ce que j'ai mis en rouge là, c'est arriver dans les logiques de la médecine moderne, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous prend un morceau de votre ADN, enfin, on vous prélève un morceau d'ADN, avec ça, on peut vous dire vos protéines. C'est comprendre vos pathologies que vous avez aujourd'hui, peut-être vos pathologies de demain, et directement, à partir de ça, de dire l'intelligence va vous faire le médicament à vous, que pour votre protéine. C'est génial. C'est de la médecine personnalisée. C'est les objectifs de tout ça. Alors, faut quand même être conscient qu'on est passé d'une intelligence qui a battu un joueur de Go à une intelligence artificielle qui a pour objectif de faire de la médecine personnalisée, prédictive, automatisée, grâce à l'analyse par une IA de l'architecture 3D des protéines d'une personne. Alors, la suite de ça, je vous donne rendez-vous. Alors, je ne sais pas quand ils disent les dates, c'est entre mai et le mois d'août. C'est pour ça que j'y vais avec mes popcorn, parce que moi, je vais m'asseoir. Et alors, vous dites, c'est peut-être pas un truc hyper important. Petite boîte AlphaFold 3, ils vont avec leur 3e version d'intelligence artificielle, cette petite start-up. En fait, ce n'est pas une start-up. Il y en a qui savent. DeepMind, vous connaissez? Vous connaissez pas DeepMind? Moi, je vais mettre celui qui possède à côté. C'est Google. C'est Google qui est en train d'éclater en ce moment entre les joueurs de Go et maintenant les chercheurs. C'est Google, en fait, qui est rentré dans le game sur comment je vais analyser vos données du vivant et comment moi, je vais vous faire une réponse adaptée. On a parlé des data ce matin qui disaient je vais vous analyser votre vie, vos recherches, et je vais vous faire l'offre la plus spécialisée. On est là-dedans. On est dans l'offre spécialisée par rapport à vos protéines. Et vous êtes malade, en bonne santé, etc. Alors, bien sûr, ce n'est pas un truc qui va arriver demain, mais allez, 10-20 ans, on va commencer à avoir des prédictions, des choses qui vont arriver. Et bien entendu, l'histoire est belle, mais on prend un autre angle de vue quand on sait les moyens financiers derrière. Et si je reprends mon titre de départ, qui est comment les IA peuvent remplacer, vous voyez que c'est pas ou aider. Les chercheurs, ils travaillent avec des IA. Ils ont tous des IA dans leur petit laboratoire. C'est en fait comment la recherche, et notamment en France, et aux États-Unis et en Chine, va être complètement noyée sous la puissance financière de Google. Et la perte, en fait, du caractère public de la recherche. Ça, c'est des choses que des gens avaient déjà anticipées. Et celui qui l'a vu, c'est un mathématicien français. C'est Villani. Je ne sais pas si vous connaissez Villani. C'est un mathématicien assez réputé et qui a fait le rapport Villani, alors qui est rattaché politiquement à Macron, et qui a dit Manu, franchement, là, on est en train de se faire avoir sur toute la ligne. On dit que la France est 4e mondiale dans les intelligences artificielles. Là, si ça continue comme ça, on n'existera plus. Et donc, ils ont créé, c'était vraiment, alors vous voyez, c'était en mars 2018, c'était un an après tout sort du Covid, tout ça fait un peu un flop parce que les priorités, vous doutez bien, du gouvernement ont changé. Et Emmanuel Macron a porté ça avec des conférences, etc. Pourquoi? Parce que le ministère de la Recherche a dit on va se faire détruire. Et nos chercheurs n'auront plus aucune légitimité. Parce qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles qu'ils utilisent, eux, en gros, c'est de la boîte à musique par rapport à un concert de YouTube fait Google. C'est-à-dire que là, finalement, ce n'est pas la techno en fait, qui va changer vraiment les pratiques de recherche, parce que bien entendu, il y aura toujours des chercheurs chez Google derrière. Mais c'est aujourd'hui, finalement, qui est derrière tout ça? Qui est derrière ces IA? Et c'est toujours le même sujet et les choses qui me font, moi, réfléchir en tant que citoyen. J'ai remis ici les 3 images qui représentent les 3 conférences que j'ai fait sur les IA maintenant sur 2 ans. Le diagnostic, est-ce qu'on donnera aujourd'hui le pouvoir aux IA de dire je suis malade ou pas? Est-ce que je vais être autonome et que finalement, à la fin, avec tout ce qu'il y a autour de moi, je n'aurai plus aucun lien social et que tout sera géré par un médecin? Alors, il n'y aura plus de médecin, en fait. Le médecin sera juste là pour valider. Et aujourd'hui, il y a des textes sortis comme quoi, en France, et c'est uniquement en France et un peu en Europe, où toute intelligence artificielle doit être clairement compréhensible par le médecin. Jusque quand? Ça veut dire qu'un médecin doit comprendre comment fonctionne l'IA. C'est un peu
une charte. C'est pas une obligation, c'est une charte. Jusque quand, on ne sait pas. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, les IA, comment elles vont rentrer aussi dans le game de la recherche et dans ce marché de la R&D. Parce que c'est la R&D qui répond à des besoins. Et donc, qui répond à des besoins, fait de l'argent. Super. Super, super. Et donc, bah, ça, c'est quand chaque année, chaque année, je me dis, ça, je sais pas. Mais plus vite peut-être qu'on ne le pense. Et le dernier truc qui me dit, c'est que si on arrive à mesurer le vivant avec ces IA, à deviner finalement s'ils vont être bons et mauvais, bah, pourquoi pas en faire aussi des outils de surveillance et d'incubateurs pour embryons. C'est la dernière publication chinoise d'il y a 15 jours. C'est-à-dire qu'avec tout ça, on est capable d'aller mesurer des informations biologiques, de voir quelles sont ces protéines, quels sont ces gènes. Et ça a été publié dans un journal de Biomedical Engineering. Donc en fait, ils ont expliqué, vous avez en gros une nounou intelligence artificielle qui s'occupe des embryons. Ce qui est hallucinant derrière cette histoire-là, c'est de se dire finalement, pourquoi on fait des... Alors pour l'instant, chez les souris, vous doutez bien, ce qui est hallucinant derrière cette histoire-là, c'est comment les journaux chinois en ont parlé. Et comment ils ont introduit le contexte. C'est ce qui m'a le plus perturbé. Bon, que les gars s'amusent à faire pousser des souris en laboratoire, et puis qu'après ils disent oui, bon, moi chez l'homme c'est un peu compliqué, d'accord, j'avoue qu'il y a des problèmes éthiques, bon, ok. Mais comment les journalistes qui sont dans un journal qui est le South China Morning Post, qui est l'équivalent du Huffington Post, du Monde, des choses comme ça, ou alors vous prenez le Figaro, si vous avez du... Ouais, bon, bref. Donc, comment ils parlent de ça? Ils disent mais c'est super. Vous vous rendez compte, en Chine, on a des problèmes de jeunesse. Parce que pourquoi la Chine, au début, c'était un enfant autorisé, après 2, après 3. Et malgré qu'ils soient passés à 3 enfants, mais ils ont toujours un problème de vieillissement de la population. Bah, si les gens ne veulent pas le faire d'enfants, on va les faire dans des tubes. Vous voyez la technologie, comment elle peut être vue différemment en fonction d'un pays et d'une politique. Quand tout le monde regarde là, comme ça, si quelqu'un dit ouais, c'est une bonne idée, putain, la Chine, Power Chine, là, dans 20 ans, c'est-à-dire que là, il faut rajeunir de 20 ans, il faut commencer dans 5 ans, là, parce que faut se lancer, là. Et donc, voilà, c'est quand un journal réfléchit à ça, voilà, et encore pire, le journal dit, et ce qui est génial dans cette intelligence artificielle, c'est qu'elle peut classer les êtres et dire non, celui-là je garde, celui-là, bon, celui-là ouvrier, celui-là, il a l'air pas con au niveau des gènes et des protéines, c'est pas mal. Tiens, je vais mettre plutôt pour rentrer en formation à droite, à gauche, plutôt intelligente. C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez aussi noter biologiquement. On était dans tout à l'heure, là, on notait en Chine, vous savez qu'en Chine, on note sur les réseaux sociaux, vous êtes filmé, souris, vous êtes filmé. Et là, on va vous noter biologiquement. Bon. Ce qui fait peur et ce qui rassure, c'est que, heureusement, on n'est pas encore dans Matrix. Il n'y a pas encore de boîte qui a décidé de faire un univers artificiel. Si. Bon, Facebook est interdit pour l'instant en Chine, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas loin du fantasme de Matrix. C'est-à-dire d'avoir là, l'univers artificiel, est-ce que la réalité, qu'est-ce qui compte finalement, voilà. Et, technologiquement, finalement, vous voyez que les gens y vont, quoi. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est d'autres histoires. Bref, pour conclure, finalement, vous voyez, les IA, moi je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Ce qu'il faut avoir peur, c'est les gens qui sont derrière. C'est-à-dire, si vous faites une IA pour regarder la vitesse des escargots, c'est rigolo. Si vous faites une IA qui permet de sélectionner en fonction de leurs protéines s'ils méritent de vivre ou pas, c'est pas pareil. Voilà. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez des questions. Non, c'est bon? Vous êtes assommé? Ça va? J'avais prévenu. Yes, ben merci pour cette claque. J'avais dit aux étudiants, ne vous inquiétez pas. Alors l'intelligence artificielle, c'est un sujet évidemment très vaste, très intéressant pour vraiment tout ce qu'on peut en faire. J'aimerais vraiment poser cette question on parle d'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut éventuellement faire un parallèle avec un développement de conscience
à travers cette intelligence artificielle, la conscience de soi, qu'elle existe, qu'elle est vivante, et est-ce que ça pourrait donner par la suite? Alors, il y a une expérience qui avait été réalisée, et je l'ai relue là, je ne l'ai pas mise là, parce que c'était 2013 ou 2014. Ils ont simulé, en fait, alors c'est pas pareil de faire une intelligence artificielle, qui est, en fait, il ne faut pas confondre intelligence artificielle et conscience. Conscience, en fait, c'est dû à une intelligence artificielle, ce sont des algorithmes que quelqu'un construit et qui reproduit une action que peut faire un homme. Là, mon intelligence artificielle qui fait la nounou, en fait, on a encodé le rôle de nounou. Et après, on fait de l'apprentissage. Là où on peut arriver à des consciences, c'est quand on crée des réseaux neuronaux artificiels. C'est-à-dire de simuler finalement ce qui se passe dans notre cerveau, qui sont en fait les neurones du système 0-1, qui se connectent entre eux, qui font des 0-1. Expérience qui a été faite il y a maintenant 8 ans, où ils ont simulé dans un ordinateur 30 000 connexions neuronales. On en a à peu près, je ne sais plus, 100 millions, 1 milliard, peu importe. 30 000 ont suffi pour que le système apprenne le langage, fasse coucou et cligne des yeux pour dire qu'il était content. Là, ils ont débranché. Parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de créer en fait quelque chose qu'on ne maîtrise pas et que surtout qu'on n'a pas réfléchi? L'intelligence artificielle telle qu'elle est présentée là, c'est juste une machine. C'est pas quelque chose qui a une conscience. On n'est pas dans Skynet ou Asimov, quoi. Ouais. Question sur ce truc chinois complètement futuriste, on va dire. Ah non, ça marche. Ah, ça fonctionne. Bah, sur les souris, ça marche. D'accord. Ah oui, ils ont testé sur les souris, ils ont sectionné les souris. C'est juste que là, ils disent, le mec à l'hôpital, le chinois qui gère le projet-là, a dit, oui, c'est vrai, pour l'instant, c'est compliqué, on est un peu limité en Chine parce qu'on ne peut pas faire de la procréation médicale assistée. Pas parce qu'il y a une règle qui interdit dans la communauté de faire plus de 14 jours de tests sur embryon. Oui, mais alors, ils les sélectionnent par rapport à leurs protéines, etc. Enfin, donc quoi, ils Plein sont de facteurs. les plus sains, etc. Ouais. Mais il y a quand même un truc qui fait que quand la femme accouche, ça passe par... Enfin, c'est là où l'enfant, il a tous les anticorps. Enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas. Oui, ça va aider. Donc là, comment ils peuvent sélectionner d'un côté, parce que c'est bien au niveau de leur génome, mais finalement, ils n'ont pas d'anticorps à la fin. Donc, bénéfice-risque. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, hein, les enfants nés par césarienne sont pas non plus... on sait que ça augmente certains risques de pathologie immunitaire parce qu'il n'y a pas eu justement le passage par voie vaginale qui fait l'éducation du microbiote et de l'immunité. Et que par voie césarienne, on sait très bien que ces gens-là sont des fois moins bien éduqués. On n'en fait pas une généralité. C'est pas parce qu'on est par césarienne que ça y est, on est foutu dans la vie. D'accord ? Donc, faut pas confondre le risque. Et après, ça, ce sont des risques qui peuvent se contrôler. Hein. On met quelques bactéries, puis ça y est, on simule. Mais alors, vous avez parlé de la Chine, mais alors, qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est pourquoi on est aussi à la bourre au niveau de l'IA et on n'est pas à la bourre, hein, parce que y a la boîte qui travaille en 90 minutes, là, avec des IA en 90 minutes, c'est allemand. Il y a des projets. Après, le problème là, c'est que Google, depuis 3 ans, 4 ans, commence à montrer les muscles, les ordinateurs quantiques, les intelligences et diagnostics. DeepMind, qui aujourd'hui récolte les données. Il faut savoir que un des 2 fondateurs de Google est atteint d'une maladie neurologique et qu'il espère être guéri, et c'est pour ça qu'il met beaucoup d'énergie dedans. Il y a aussi cette valeur-là qui vient de là. Hein. Il n'y a pas que le pouvoir et l'argent. Et, voilà. Et puis, il y a les moyens financiers. Aujourd'hui, faut être conscient que Google est dans la recherche du monopole. Et ils ont ces pouvoirs financiers du monopole. Alors que le chercheur et toute la déontologie de la recherche n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que je replaçais ma question, finalement, qu'on n'est pas là pour remplacer technologiquement le chercheur. Les chercheurs existeront toujours, mais peut-être qu'ils seront maintenant avec un badge Google, quoi. Et ils bosseront tous à la Silicon Valley. Et parce que c'est aussi assez choquant, parce que nous, la législation en Europe au niveau de manipulation du génome, elle n'est pas aussi développée qu'en Chine. Ils ont peut-être plus de liberté là-dessus. Quand on travaille sur le développement du génome, c'est pour ça que moi, c'est vrai que j'ai pas fait le parallèle là, mais je vous rappelle que la Chine, c'est le premier pays qui a fait les premiers enfants génétiquement modifiés. Des jumeaux en plus. C'était il y a 4 ans, 5 ans.
Donc ça me gêne, ça me gênerait pas, si ça me gênerait, mais ça me choquerait, je serais pas surpris, on va dire, de dire qu'un jour, au fait, on a fait un premier enfant dans un truc rouge, une vitro, et regardez, il marche. Donc, est-ce que ça veut dire que l'IA pourrait complètement éradiquer toute forme de handicap ou des choses comme ça? On est dans des notions d'eugénisme. C'est-à-dire que, et c'est ça qui fait peur, c'est qu'à un moment, on est dans une sélection, une capacité de sélection, de dire, toi tu mérites pas. Je ne sais pas si vous connaissez Bienvenue à Gattaca, mais comme film, mais on peut arriver jusque-là. C'est-à-dire qu'on a une espèce de code barre génétique qui va vous dire tu pourras faire des études, tu pourras pas faire des études, tu pourras courir le 100 mètres, tu pourras jamais faire de sport. Et après, commencer à classer les gens là-dedans. Bienvenue à Gattaca, c'est l'histoire d'un gars qui, comme il veut être astronaute, mais comme il a été cartographié petit à 12 ans, qui ne pouvait pas être assez intelligent pour ça, il a été cartographié serveur dans un bar. Et le mec qui est astronaute, en fait, il se fait passer pour lui. Il donne son sang et tout ça pour qu'il puisse passer les contrôles. Échange de bons procédés. Pensez-vous que l'eugénisme serait plus réservé à la population aisée, ceux qui vont donner de l'argent, ou que ça va se généraliser Dans tous les cas, l'eugénisme existe déjà. On peut déjà le faire technologiquement. On a les technos qui permettent de dire je veux avoir des yeux bleus, ou je veux avoir tel caractère phénotypique. Et puis il y a certaines fois où on détecte des maladies génétiques et des maladies où on sait que les enfants vont pas bien vivre. On fait une interruption médicale de grossesse. C'est où on pose le curseur en fait. C'est un moment, est-ce qu'on décide que de choix de vie, de pas vie, c'est dû à un côté esthétique, à un côté intellectuel et ça, c'est des vraies questions de société et de politique de société. C'est comme le droit à l'euthanasie, le droit de mourir. Tout ça fait partie d'un ensemble. On peut dire que tout est possible. Hein. Après, est-ce que tout est envisageable? Il y a Nicolas là-bas. Moi, je voulais savoir, au niveau des législations à l'échelle française, européenne et mondiale, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en France, en Russie, aux États-Unis Sur quel domaine? Sur tout ce qui est thérapie génique, tout ce qui est. Alors, thérapie génique, aujourd'hui, la thérapie génique existe pour certaines maladies et est appliquée. Il y a de l'ex vivo, c'est-à-dire on prend des morceaux de cellules qu'on change en laboratoire, qu'on vous réinjecte. Il y a des choses qu'on a aujourd'hui, il y a des maladies neuronales, maladie de Sanfilippo, où on injecte des adénovirus avec des gènes qu'on vous met dans le cerveau et ça vient soigner ces enfants-là qui évitent une mort prématurée et leur propose même un développement cérébral. La thérapie génique existe déjà. La thérapie génique, thérapie. On n'est pas dans l'optimisation génique. Ça, c'est non. Et c'est quel organisme qui va dire Ça dépend. Alors c'est dépendant des commissions européennes. Aujourd'hui, haute autorité de santé, il y a l'ANSM aussi qui joue un rôle là-dedans. Il y a tout ce qui est la bioéthique, les conseillers de bioéthique. Aujourd'hui, quand vous prenez une décision, dans tous les cas, de choix comme ça, en termes de société, de changement de pratique médicale, il y a bien entendu l'aspect est-ce que c'est un bénéfice pour mon patient et puis après, est-ce que c'est dangereux? Je prends l'exemple, on fait des fois des augmentations mammaires, non pas parce que la femme a perdu un sein à cause d'une chimiothérapie ou parce qu'elle a un cancer et qu'on a fait une chirurgie pour l'enlever, mais c'est parce qu'elle a envie de faire une augmentation mammaire ou une diminution mammaire pour des côtés d'esthétique. Voilà, on a aussi de la médecine qui est esthétique. Donc c'est des sujets aujourd'hui qui sont très tabous, très compliqués, parce que associés bien sûr à tout ce qui va vous influencer, votre culture, votre vie, votre histoire, votre ouverture, votre culture, enfin bref, tout ça. Il y a des organismes qui réfléchissent, puis après il y a des gens qui réfléchissent autour de ça, qui essaient de cadrer. Savoir justement, vous parlez de cadre, est-ce qu'il y a aujourd'hui un papier que tous les pays ont signé comme quoi on jure de ne pas créer des mini-soldats dans l'embryon Non, mais alors déjà, tu évacues la Corée du Nord. Oui, voilà, c'est qui n'a pas
il y a des hégémonies de pays en fait. Et encore une fois, ce sont les grands puissants qui imposent des trucs. Et donc il y a des fois les petits qui se sentent lestés, qui disent bah, moi je vais le faire quand même. Ou d'autres puissants qui disent rien à faire, pour être poli, de ce que vous faites. Je prends l'exemple, les gamins CRISPR en Chine, qui ont été donc modifiés génétiquement dans l'embryon. Et qui sont nés, on a regardé, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont jolis, ils vont bien. Et la communauté scientifique, en gros, faisait bravo tout caché dans un coin pour dire ils y sont arrivés, et ils faisaient oh c'est pas bien éthiquement. Hein. Et donc à partir de là, ils ont construit toute une charte éthique. Sauf, alors tout le monde, même la Russie, sauf qu'elle a dit au bout d'un moment, la Russie a dit non, moi j'allaite, maintenant je fais ce que je veux. Et là, ils ont décidé de faire ce qu'ils vont, et ils vont le faire. Donc à un moment, c'est lié à qui est au-dessus en termes de pays décisionnaires et qui peut imposer à l'autre. Ça prend des fois des proportions importantes parce qu'ils savent très bien qu'en termes d'économie de pays, le premier sur des technos comme ça, sachant que voilà, en termes d'image de pays, de souveraineté, qu'on sait que la Russie, en termes de souveraineté, c'est hyper important de montrer qu'on est plus fort que les autres. Il y a Théo. Juste une question par rapport, tout à l'heure vous disiez que du coup, que ce soit des entreprises privées qui se mettent à faire ça, c'est pas forcément une bonne chose. Mais à l'inverse, les États, ils investissent de moins en moins dans la recherche. Donc est-ce que les innovations, elles n'arriveraient pas plus vite si ça passait dans le domaine privé justement ? Oui, alors, que ça soit des boîtes privées, non, c'est pas ça le problème. Que ça soit des boîtes privées, moi, je pense que ça fait partie d'un besoin parce que la recherche en soi, elle est très conceptuelle, et après il faut rendre le système vendable et bankable. C'est-à-dire il y a des gens qui vont travailler autour de ça, il faut payer des salaires, il faut faire vivre des gens. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire un médicament si les gens qui sont autour qui fabriquent ce médicament n'en vivent pas. Et donc là, il faut passer par un modèle d'industrie, plus ou moins public ou privé. On est plutôt en pharmaceutique sur des modèles qui sont privés. Même si Sanofi, et même si des fois des entreprises comme Pasteur, des fois où Sanofi récupère des fonds d'argent public pour financer des projets avec les projets européens, tout ça. Il faut des sociétés, il faut des petites boîtes, des startups, et c'est un microcosme qui est essentiel dans l'émergence, et les gens y vont, etc. Parce que quand même les grosses pharma sont ce sont des bulldozers, mais qui avancent doucement et des fois pas assez rapidement. Et des fois, c'est comme ça que BioNTech s'est fait racheter par Pfizer, parce que BioNTech qui est allé dans l'ARN messager, et puis Pfizer a fait bon allez, maintenant je te prends. Et c'est les technologies aujourd'hui, la technique en fait des grosses boîtes pharma. Et par contre, ce qui me pose problème, c'est que c'est Google. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le monopole qui crée le problème. Le monopole en fait de tout ça, des grosses boîtes qui sont où en fait tu n'as pas le choix. C'est ça le problème, et surtout qu'en termes de monopole technologique. Si à un moment un État dit j'ai un besoin de santé, et l'entreprise dit c'est pas toi qui décides, c'est moi le boss ici, je vais voir un autre. Donc si tu n'as pas cette possibilité-là en tant que politique, tu cours à la perte. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui avec ces histoires de GAFA, avec Amazon qui s'y met aussi, Apple qui s'y met, IBM, HP, Microsoft, etc. Il y avait un... Merci. C'est super intéressant, ça me parle beaucoup et en même temps, voilà, c'est très ambivalent comme sujet. Je me pose la question, il y a beaucoup d'exemples et des questions qui ont abordé des techniques, des domaines de santé physique, comme moléculaire, etc. Et je me pose la question de l'applicabilité de ces IA, par exemple, de développement de recherche sur des données qui sont plutôt subjectives. Donc, parce que l'humain, c'est pas que, par exemple, ce qui est physique, mais par exemple, domaine relationnel, psychologique, etc. Est-ce qu'il y a des exemples peut-être Oui, bien sûr, ça existe. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été plus rapide à faire. Parce qu'analyser des comportements, c'est ce que font les réseaux sociaux depuis 20 ans. Et donc ces outils-là, c'est une manière d'analyser vos comportements et de dire « Ouh, lui, c'est un acheteur compulsif. » Ça, c'est facile à faire. « Ouh, lui, il est addict au chocolat. » Ou il est addict à... Voilà. Ça, c'est des manières de voir la psychologie. Ça, c'est des choses qui sont plutôt faciles parce qu'on regarde un humain dans son ensemble. Par contre, aller dans l'aspect moléculaire, ça demande des outils encore et de compréhension de ce système-là que là, ils vont résoudre. C'est pour ça que je prenais mes pop-corn peut-être là au mois de mai-d'août,
où là, ça y est, ils vont passer à la next step. Ça y est, on est à 99, là, ils étaient à 90, 92, je sais plus quoi. Ça y est, maintenant, on est quasiment sûr à 100% maintenant de tout pouvoir simuler. Oui, Victor. Ça va, ça répond à ta question? Moi, je voulais demander, est-ce que après, plus tard, grâce à l'IA, on sera plus obligé de passer par des tests, des vérifications pour voir si c'est pas dangereux pour l'homme et directement de passer sur le marché? C'est-à-dire? Genre, l'IA façonne le médicament et directement on le procède à la vente. Il n'y a pas de vérification. Oui, c'est ça. C'est qu'on arrive sur la notion de médecine personnalisée. C'est-à-dire que le fantasme de tout ça, c'est de faire un échange. Tu as une pathologie, par exemple, tu as une bactérie. Tu as une bactérie qui est là, et il n'y a personne d'autre qui l'a. On va développer un antibiotique que pour ta bactérie à toi. C'est-à-dire qu'après, il faut avoir des systèmes de fabrication, de chimie, etc. Mais des automates en chimie, c'est pas ce qui est le plus cher à investir. C'est la notion que si on te mesure, on va être capable de te faire de la médecine ultra personnalisée. Oui, mais on va dire, ce marché va se développer comment? On va dire, il y aura une machine chez soi qui va fabriquer un médicament comme ça ou Ça, tout est possible. Ça dépendra des mecs en études de marché, c'est-à-dire les marketeurs, et qui verront en fait est-ce que les gens ont les moyens. Pour que ça soit à domicile, il faut d'abord que les gens aient les moyens. On revient à la question de Pauline, c'est est-ce qu'on va toucher, qui on va toucher? Est-ce que ça va toucher les gens les plus aisés ou pas, ou par rapport à certaines accessibilités de technologie? Si après on reste dans une généralité, on essaie de prendre plus de segments, peut-être qu'on va être moins personnalisé, mais on va ouvrir des segments de pathologie à plus de personnes, donc on fait un marché plus ouvert, peut-être moins cher. Ça, c'est des stratégies, c'est du marketeur, quoi. Merci. C'est bon? On peut applaudir Monsieur Nampon pour sa présentation.